semaine, le gouvernement du Québec annonce un programme général d'aide financière lors d'un sinistre. Une nouvelle application qui relie les médecins avec leurs clients. Et beaucoup d'accidents dans la Naudière la semaine dernière. Bonjour, ici Danny Bérubé. Voici vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 8 mai 2023. Le ministère des Transports et de la Mobilité a indiqué que la circulation en alternance est autorisée sur la route 131 à Saint-Émilie-de-l'Énergie depuis samedi dernier. L'inspection réalisée par les équipes du ministère permet de confirmer qu'une voie de circulation peut être utilisée. On a dû par contre installer des glissières de sécurité. Rappelons que depuis le 1er mai en soirée, la route 131 était fermée à la hauteur du kilomètre 66 à Saint-Émilie-de-l'Énergie et l'accès était limité aux véhicules de livraison de biens essentiels et d'urgence. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, était de passage à Rawdon afin d'offrir son soutien aux victimes des inondations. Il a fait savoir que le fédéral doit soutenir les victimes. Soulignant le travail de la Croix-Rouge et des premiers répondants au cours des derniers jours, le chef du Bloc a ciblé 5 rôles que le gouvernement fédéral doit assumer dans le respect des champs de compétences du Québec. Dans l'ordre, il a fait savoir qu'il faut soutenir financièrement et de manière ponctuelle les efforts du Québec auprès des victimes de la crue des eaux, en plus d'offrir et de déployer un soutien logistique, si nécessaire, selon les demandes des municipalités. De plus, il demande de hausser le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de changement climatique, de réévaluer les programmes fiscaux de manière à permettre aux victimes d'utiliser leur épargne à l'abri de l'impôt, ainsi que de mettre un terme immédiat à tout support financier aux pétrolières contributrices au changement climatique. En raison des inondations et des pluies survenues du 7 avril au 2 mai, le gouvernement du Québec a annoncé que 138 municipalités, ainsi que leurs citoyens, pourraient bénéficier du programme général d'assistance financière lors de sinistres. De ce nombre, 28 proviennent de la Naudière. Toutefois, elles devront répondre aux critères d'admissibilité. Par exemple, une municipalité n'est pas admissible à une aide financière si elle n'a pas adopté de plan sécuritaire civil comme le prévoit le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation, et aussi les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Donc, si votre municipalité répond aux critères d'admissibilité, vous pourrez donc bénéficier de ce programme général d'assistance financière. Voici les noms des quelques municipalités de la Naudière: Mandeville, Notre-Dame-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Charles-Borromée, Saint-Côme, Saint-Damien, Saint-Didas, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Norbert, Saint-Béatrix, Sainte-Émilie-de-l'Énergie, Sainte-Marceline-de-Kildare et Sainte-Mélanie. Plusieurs accidents ont eu lieu la semaine dernière dans la Naudière, en commençant par cette femme qui a perdu la vie dans une violente collision entre 2 véhicules dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à Saint-Gabriel-de-Brandon. Le nom de la victime est Patsy Grenon, 52 ans, de Saint-Jean-de-Matha. L'accident est survenu vers 4h30 sur le chemin du lac, soit la route 347, et selon les premières informations, la conductrice du véhicule aurait dévié de sa voie et serait entrée en collision avec un camion qui circulait dans la direction inverse. C'est ce qu'a expliqué la sergente Héloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec. Le poids lourd a pris feu suite à la collision et malheureusement, le décès de Mme Grenon a été constaté sur les lieux. Le conducteur du camion, quant à lui, n'aurait pas subi de graves blessures. La route 347 a été fermée dans les 2 directions le temps de l'enquête. Du côté de Rawdon, un motocycliste a été blessé lors d'une sortie de route vendredi dernier vers 13h sur la rue La Traverse.
Le conducteur qui aurait perdu la maîtrise de son bolide a été blessé au haut du corps. Transporté en centre hospitalier, on ne craint pas pour sa vie. Toujours à Rawdon, une collision frontale a fait un blessé lundi de la semaine dernière. L'accident est survenu à l'intersection de la rue Queen et de la 4e avenue. Un des deux conducteurs impliqués a été transporté en centre hospitalier pour y traiter des blessures légères, alors que le second a été traité sur place pour des blessures mineures. Les circonstances de cet accident n'ont pas été divulguées par la Sûreté du Québec. Et du côté de Joliette, une collision entre un scooter et un véhicule a fait 2 blessés le mardi soir 2 mai. L'accident est survenu vers 20 h à l'intersection des rues Papineau et Baudry-Nord. L'automobile circulait en direction sud lorsqu'en voulant tourner à gauche sur Papineau, le cyclomoteur a percuté le véhicule du côté avant-passager. 2 personnes se trouvaient à bord du scooter, tous 2 âgés d'âge mineur. Le conducteur a subi des blessures, somme toute, légères. Pour ce qui est de la passagère, ses blessures sont plus graves et ils ont été tous les 2 transportés en centre hospitalier. On ne craint pas pour la vie de la passagère. Et quant à la conductrice du véhicule impliqué, elle s'en tire indemne. Le ministère de la Santé et le ministère de la Cybersécurité et du Numérique rêvent à la création d'un dossier médical numérique qui puisse suivre le patient dans tout son parcours de santé. Or, l'entreprise Medphar a annoncé la semaine dernière le développement d'une application qui permet de faire tout ça en connectant directement les médecins avec leurs patients. La direction de Medphar a annoncé officiellement le lancement de l'application Mile Santé, une extension de la plateforme Mile. C'est vendredi dernier, dans le cadre de l'événement Première ligne tenu au Palais des Congrès de Montréal, que la compagnie en a fait l'annonce. Tout a commencé en 2010, quand la boîte a développé Mile, un acronyme, dis-je bien, anglais, qui veut dire « Make your life easy ». En français, « Simplifiez-vous la vie », permettant aux cliniques médicales de fonctionner sans papier. Le médecin peut consigner ses notes électroniquement, rédiger des ordonnances et même y recevoir des résultats d'imagerie ou d'analyse, puisque la plateforme est aussi connectée aux hôpitaux et aux laboratoires. Selon le président et directeur général de l'entreprise, M. Elias Farah, ils ont réalisé qu'ils avaient connecté tout le monde, sauf la partie prenante la plus importante, le patient. Il suffit maintenant pour la compagnie de convoquer directement le patient à travers l'application. Et à l'inverse, le patient peut aussi avoir une communication directe avec sa clinique en ayant accès à une prise de rendez-vous simplifiée. Une version de rodage est attendue cet été en vue d'une mise en ligne finale l'hiver prochain. Donc, un dossier médical électronique qui serait utilisé par environ la moitié des cliniques québécoises, toujours selon le président et directeur général de l'entreprise, M. Elias Farah. Selon une étude réalisée par des chercheurs du Centre universitaire de santé McGill, le cannabis médical a un rôle complémentaire à jouer pour combattre la douleur associée au cancer. Le recours au cannabis contribuerait aussi à réduire le nombre total de médicaments et d'opioïdes pris par les patients. Après 3 mois, l'équipe du docteur Antonio Vigano dit avoir constaté des réductions cliniques et statistiquement significatives des scores de douleur chez les patients. Ces réductions ont persisté pendant 1 an et les patients ont été en mesure de réduire progressivement leur recours à une médication contre la douleur. Néanmoins, a précisé le docteur Vigano, le cannabis n'est pas une alternative au traitement contre la douleur. C'est un traitement complémentaire. Le cannabis a ses propres limitations, ses propres contre-indications, donc ce n'est pas miraculeux. Les chercheurs ont recruté 358 adultes atteints de cancer pour leur étude. L'âge moyen des patients était d'environ de 57 ans et la moitié d'entre eux étaient des hommes. Les diagnostics de cancer les plus courants étaient les cancers génitaux urinaires et les cancers du sein, suivis des cancers de l'intestin, du poumon et du sang. Des diminutions statistiquement significatives ont été observées après 3, 6 et 9 mois
en ce qui concerne l'intensité de la douleur moyenne et de la douleur la plus intense. Les produits de cannabis les plus efficaces pour soulager la douleur semblent être ceux qui présentent un équilibre entre les ingrédients actifs tétrahydrocannabinol, le THC, et le cannabidiol, le CBD, plutôt qu'une dominance de l'un ou de l'autre. Des chercheurs de l'Université Laval ont constaté que le remplacement de sucre raffiné par une quantité équivalente de sirop d'érable de 5 % entraîne une amélioration de certains facteurs de risque cardio-métabolique. La substitution semble aussi avoir un effet modeste, mais potentiellement positif sur le microbiote intestinal. 42 adultes volontaires en bonne santé, mais présentant un léger surpoids, avaient été recrutés afin de participer à cette étude de 8 semaines. Les chercheurs ont constaté que le remplacement de sucre raffiné par du sirop d'érable a entraîné une diminution de la graisse corporelle abdominale et de la pression artérielle systolique, ainsi qu'une amélioration de la réponse glycémique. En 8 semaines seulement, ils ont vu un effet assez impressionnant du sirop d'érable. Le professeur André Marette du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec étudie de longue date l'inclusion des sucres naturels, comme le miel et le sirop d'érable, dans notre alimentation. Et selon lui, les sucres naturels amènent des bénéfices. Et que dans ces sucres naturels, il y a plein d'autres composantes, ainsi que des vitamines, minéraux et autres qui apportent probablement aux produits une protection qui semble bénéfique pour la santé. Ah, l'été, la chaleur, le soleil. Ben, du moins, on le souhaite très fort, hein? Et avec l'été vient aussi les sorties à l'extérieur, les terrasses, les spectacles. Eh bien, la ville de Joliette a dévoilé sa programmation estivale avec plus de 25 événements gratuits en plein air. De mai jusqu'à septembre, eh bien, c'est le retour des vendredis acoustiques, des spectacles au parc, des musimidi et des fêtes au parc. Ils accueilleront notamment de grosses pointures telles que la visite de Patrice Michaud, Roxane Bruno et les Vulgaires Machins. La ville offre aussi une place aux talents locaux, aux performances gratuites et aux activités familiales, avec le retour des cinémas en plein air présentés par le Festival de Lanaudière. Nouveauté cette année, 3 spectacles additionnels seront présentés en plein cœur du centre-ville, soit par le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, le Festival Mémoire et Racines ou encore le Festival de Lanaudière. Il ne reste plus qu'à profiter de l'été. Le temps passe vite, hein? C'est vrai. D'ici quelques semaines déjà, ce sera la fête nationale du 23 juin au Québec. Nous aurons sûrement la chance de vous en parler de plus en plus d'ici là. Mais déjà, on peut vous parler des célébrations qui auront lieu au parc Louis-Querbe de Joliette. Bleu, jeans bleu, eh oui, sera de la fête le 23 juin prochain. On dit que la venue de ces artistes de renom marquera le coup d'envoi de la programmation culturelle estivale à Joliette. Le maire de Joliette, M. Pierre-Luc Bellerose, se réjouit car c'est au rythme des chansons québécoises que nous pourrons célébrer à l'unisson cette fête des plus rassembleuses. En première partie de la soirée, c'est le groupe trad La Pastourelle qui fera assurément lever l'ambiance avec ses chansons traditionnelles remaniées à saveur unique. Le Centre culturel Desjardins souhaite inviter les compagnies et les artistes de la relève à soumettre leur candidature pour participer au projet de résidence d'artistes qui aura lieu du 24 au 27 septembre prochain. Cette résidence a pour but de permettre le développement de projets artistiques de tous horizons. En plus de bénéficier gratuitement des installations et de l'expertise de l'équipe du Centre culturel Desjardins, et de pouvoir aussi présenter une sortie de résidence devant public à la fin, eh bien, l'artiste sélectionné se verra recevoir un cachet à la création d'un montant de 2 000 $. La valeur estimée de l'ensemble du projet de résidence s'élève donc à 7 500 $. Le projet est réalisé dans le cadre du Lab créatif, qui est une initiative rendue possible grâce à la campagne de sociofinancement via la ruche.
La campagne avait pour but de soutenir la réalisation de projets culturels porteurs destinés aux jeunes. Donc, l'appel de projet de résidence s'adresse à des artistes âgés entre 21 et 29 ans. Le projet soumis doit être une création artistique inédite et le spectacle ne doit pas avoir fait l'objet d'une représentation publique, sauf bien sûr lecture ou laboratoire. Vous avez, chers artistes, jusqu'au 5 juin prochain pour déposer votre candidature. Le Centre culturel Desjardins espère que cette résidence agira à titre de levier pour le projet de création retenu. Il souhaite aussi le meilleur des chances à tous les candidats. Alors, pour en savoir davantage, visitez le site Internet de Spectacle Joliette. Marie-Hélène Sarrazin, auteure connue de la région, professeure en littérature et également nominée de Radio-Canada. Elle nous présente son dernier roman, 12 arpents. Notre collaboratrice Pierrette Jubinville l'a rencontrée afin qu'elle puisse nous parler de ce nouveau roman. Bien, bonjour, nous sommes présentement à Saint-Gabriel de Brandon pour une première entrevue avec Marie-Hélène Sarrazin, auteure du nouveau roman qui est sorti cette semaine, je crois. Exactement, mardi. Alors, je suis bien contente de pouvoir m'entretenir avec vous quelques minutes. Je sais que vous n'en êtes pas à votre premier roman. Avant 12 arpents, j'ai publié 3 recueils de poésie aux Écrits des Forges, une maison d'édition à Trois-Rivières. Alors, en 2012, j'ai publié mon premier recueil, Géographie en courte pointe, qui parle du territoire, de la déambulation dans la ville de Montréal. C'est là que j'habitais à ce moment-là. Ensuite, en 2015, j'ai publié Maison transatlantique, qui aborde plus la thématique du voyage. Ça mélange le voyage en Europe puis dans le Bas-Saint-Laurent. Ça les rapproche, en fait. Ça abolit l'océan entre les deux. Et en 2020, j'ai publié Nos banlieues, dans lequel j'essayais de réenchanter un peu notre vision de la banlieue, qui est souvent perçue comme quelque chose de monotone, terne. Donc, j'ai voulu lui donner un autre souffle plus imaginaire. Vous êtes professeur au Cégep en littérature et vous avez été en nomination aussi à Radio-Canada pour des prix. Alors, je pense que vous avez le vent dans les voiles. Et j'aimerais ça connaître un peu votre roman. Oui, bien, c'est un roman qui mélange roman d'enquête et réalisme magique. Ça se situe à Saint-Didas, donc dans la région. C'est un Saint-Didas qui est mi-réel, mi-imaginaire, mais ceux qui connaissent la place devraient s'y reconnaître. Ah oui? Je dis mélange roman d'enquête et réalisme magique. En fait, le réalisme magique, pour moi, dans ce roman-là, s'inscrit beaucoup dans les contes, les légendes, mais aussi dans une nature qui est comme plus grande, là, qui déborde. On a des personnages qui sont vraiment ancrés dans le territoire, littéralement. Alors, les 2 pieds dans le potager sont ancrés là. On a aussi un jardin qui déborde de son espace, en fait. Donc, c'est comme ça que s'inscrit pour moi le réalisme magique là-dedans. Et le titre? 12 arpents, c'est un hommage en fait au roman de la Terre 30 arpents de Ringuet. C'est le roman de la Terre que je préfère en fait, donc c'est un hommage à ça. Dans 30 arpents, c'est des terres qui sont très grandes, on a les agriculteurs. Dans 12 arpents, de nos jours, les lots ont rétréci, puis on n'a plus des terrains aussi grands qu'on les avait auparavant. Donc Marine, le personnage principal, c'est ça qu'elle peut s'offrir, 12 arpents et non 30. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Puis en même temps, ça va faire découvrir un petit peu Saint-Didas. Oui, effectivement. Souvent, on a Montréal qui est représenté dans les romans, dans les livres. Puis je voulais que Saint-Didas aussi, les plus petits villages puissent se retrouver dans le paysage littéraire. Puis je voulais que les gens de la place puissent se reconnaître aussi dans leur littérature québécoise. Est-ce qu'on peut voir la pochette? Bien entendu. Alors, sur la couverture, il y a une œuvre de Charles-Étienne Brochu, qui est un auteur aussi québécois. En fait, pas un auteur, mais je veux dire un artiste québécois. Il a réalisé cette œuvre-là. C'est un collage de papier, superposition de papier. Je trouve que ça illustre très bien l'œuvre, avec la végétation qui est débordante. Ce qui vous a incité à faire le roman, est-ce que c'est durant la pandémie, probablement? Non, c'est avant, en fait. Ouais, c'est une de mes collègues, Roxane Bouchard, qui est romancière aussi. C'est une de mes amies. Elle m'a dit à un moment donné, « Toi, Marie, t'écrirais pas ça, des romans aussi? T'es toujours dans la poésie, mais ça te tenterait pas? »
Oui, hein, ça me tenterait-tu? Mais je pense Fait que que ça je suis va faire venue à ça. changement entre toutes les mauvaises nouvelles, les guerres, de tomber dans un petit roman, c'est quand même... Mais c'est votre premier, mais les autres, vous touchiez à un autre domaine aussi, là. Oui, mais le territoire est toujours là. Tu sais, dans ma démarche là, artistique, il y a toujours le territoire qui est présent. Puis si on regarde dans les trois recueils se déplacent avec moi. Tu sais, alors le premier, c'était à Montréal, mais c'est alors que je vivais à Montréal. Dans le dernier, Nos banlieues, c'est dans un paysage de banlieue à Saint-Paul de Joliette, dans un quartier super résidentiel où je vivais. Puis là, ben, je me suis rapprochée. Je vis maintenant à Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, Il y a j'avais une le goût de... continuité. Oui, c'est ça, mais il y a toujours cet ancrage dans le territoire. Puis la poésie, la dimension poétique se manifeste, mais autrement, puis au travers de la narration. OK. Ça va probablement continuer. Il y a seulement autre chose qui va arriver plus tard, Ben qui oui. va avoir une autre continuité. Il y a d'autres choses qui vont arriver plus Qui tard. est déjà dans l'imagination. Et plus que dans l'imagination, il est écrit, puis il est soumis à mon éditrice là, actuelle, là, à tête première. Donc, ça va arriver, je ne sais pas quand exactement encore, là, mais ça s'en vient. Mais Ouais. vous êtes en inspiration là, de ce temps-là. Là. Oui, puis en fait, l'idée, ça serait d'avoir une série de 3 livres qui se prennent indépendamment, mais dans lesquels il y a les personnages qui, eux, reviennent. Puis là, dans certains romans, on va développer plus un personnage, dans un autre, ça va être plus tel autre, mais il y a une récurrence là, dans les personnages. On ne sait pas un jour peut-être qu'il peut avoir la télé aussi, qu'il y ait une continuité. Faut l'envoyer dans... On a le droit de rêver. Ah, Ben, ouais. oui. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon vernissage, puis au plaisir de vous lire. Bien, merci beaucoup. Merci. Qui n'a pas le goût de trouver le bonheur? Mais c'est quoi exactement le bonheur pour vous? Vous êtes-vous déjà posé la question? On a déjà posé cette question-là à l'abbé Claude Sauvageau, celui qui anime l'émission À l'ombre du clocher ici à CTB-TV. Et la question était tellement bonne qu'il a décidé d'écrire un livre sur le sujet. Monsieur Gilles Comeau l'a rencontré pour nous parler de ce nouveau livre. Alors, monsieur l'abbé Sauvageau, vous avez aussi écrit un livre, ça a été le lancement de votre livre, qui est Le goût du bonheur. Le goût du bonheur. Il faut vous dire pourquoi, dans le fond, pourquoi ce titre-là, Le goût du bonheur, c'est qu'il y a une dizaine d'années, j'ai pris l'année sabbatique. J'avais 65 ans, alors j'ai pris l'année sabbatique et j'ai été interviewé à la radio de Québec, Radio Galilée. Et le titre de l'émission s'appelait Le goût du bonheur. Et l'animatrice, dans le fond, m'a posé des questions sur mon goût du bonheur. Puis je me suis aperçu que c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Tu sais, c'est des choses qu'on vit, mais... Et le fait de se faire poser la question, ça oblige à y penser, tu sais, à sortir des choses que je n'ai jamais pensées. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Le goût du bonheur ». Et puis, dans le même esprit qu'on a déjà parlé, de prendre des gens de la région. On peut vérifier quels sont les goûts du bonheur au rythme des âges de leur vie. Et c'est un peu le produit de ce livre-là, qui dit les bonheurs, mettons, les bonheurs les plus purs. Les bonheurs les plus purs sont souvent quand on est les plus jeunes. C'est pour ça que moi, j'ai choisi comme page frontispice, hein, le fleuve, le bord de l'eau, en admirant les bateaux. Moi, quand j'étais tout jeune, c'est ça qui était mon plus grand bonheur. Et on ne perd pas ça. Vous avez toujours vécu près du fleuve. Oui, c'est ça. Et puis, je crois que un de vos bonheurs aussi, c'est de faire vos émissions. Ah oui! Alors, on espère vous conserver longtemps. Merci, ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. En cette année, marquée par le 35e anniversaire de la Fondation Musée Gilles Villeneuve à Berthierville, l'équipe de course du Musée Gilles Villeneuve est fière d'annoncer que sa pilote, Marie-Soleil Labelle, sera au volant de la Nissan Sentra Nismo, arborant le numéro 27, rappel du champion Berthollet, lors de la Coupe Nissan Sentra 2023. Marie-Soleil Labelle était au Salon Autosport de Québec qui s'est tenu en fin de semaine au Centre des Foires Expo Cité, dans la vieille capitale. Et lors de l'événement, bien, on a procédé au dévoilement officiel de la Nissan Sentra Nismo numéro 27. Étant donné qu'elle vient de terminer sa 2e année universitaire au double baccalauréat en génie mécanique et en technologie de l'informatique, elle est maintenant prête pour son retour en piste.
2023 sera sûrement une grosse saison en sport automobile pour elle, et ce, tant sur la piste qu'hors piste. Le soccer semi-professionnel est de retour à Joliette depuis le 6 mai dernier, alors que l'équipe du Noir et Or de Lanaudière-Nord a entamé sa saison au cœur de la Ligue 1 Québec. Les spectateurs étaient invités sur le terrain de l'école Barthélemy Joliette pour venir encourager et rencontrer l'équipe première, mais aussi l'équipe réserve, qui reviennent toutes les deux avec de nouveaux joueurs et des objectifs de développement plus marqués que jamais. Cette année, le club a décidé de prendre des orientations davantage axées sur le développement. Mais même des actions ont déjà été prises en ce sens et on a modifié l'âge maximal des joueurs volontairement. L'âge est limité à 23 ans au sein de l'équipe première et à 19 ans au cœur de l'équipe réserve. Habituellement, il n'y a pas de limite d'âge dans la Ligue, mais ils ont décidé de faire ce choix car ils veulent aider les jeunes joueurs à accéder à des niveaux plus hauts et réaliser leurs rêves le plus rapidement possible. Rappelons que l'équipe première du Noir et Or évoluait l'année dernière au sein de la Première Ligue Soccer du Québec, la PLSQ. Et toutefois, cette année, la PLSQ est devenue la Ligue 1 Québec, qui fait partie de la Ligue 1 Canada. Cette dernière a récemment été créée, alors que 3 provinces se sont alliées dans le but d'unifier, d'aligner et de développer le soccer semi-professionnel. Et parmi ces 3 provinces, on retrouve le Québec, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Cela signifie que la compétition dans laquelle ils évoluent va se retrouver à la grandeur du pays et que ça place Joliette sur la carte du Canada. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, eh bien, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Les Contes de Barrio. Très, très belle émission pour les tout-petits. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.